Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire du début du XXe siècle. Alors, installez-vous pendant que nous partons pour l'Angleterre. Frédéric Seddon est né à Liverpool le 21 janvier 1872. Son enfance fut stable et confortable, avec une éducation et un foyer valorisant discipline et travail, encouragés par ses parents William et Mary Ann Seddon. Très tôt, il s'est intéressé aux affaires et à la finance, influençant sa carrière. Son éducation lui a donné les compétences et opportunités d'un foyer de classe moyenne de l'époque. Après ses études, Frédéric a débuté une carrière prometteuse dans une compagnie d'assurance. Son sérieux et son engagement au travail lui ont vite permis de bien gagner sa vie. En 1893, à 21 ans, il épousa sa fiancée, mademoiselle Marguerite Ann Jones. Au début du siècle, ils étaient fiers parents de 3 enfants, 2 garçons et une fille. Frédéric s'impliqua aussi dans la franc-maçonnerie, organisation qui joua un rôle clé dans sa vie. Il fut initié à la loge Stanley de Liverpool, où il tissa des liens forts et renforça son engagement fraternel. En 1900, son employeur le muta à Islington, Londres. Malgré ce déménagement, Frédéric tenait à rester lié à la franc-maçonnerie. Il fut membre fondateur de la loge Stephen à Bourne-End, Buckinghamshire, restant ainsi actif dans la communauté. La famille semblait bien vivre. En 1905, Marguerite eut leur 4e enfant, une fille nommée Ada. La carrière de Frédéric progressa, lui permettant en 1909 d'acheter une maison de 14 pièces au 63 Tollington Park, nord de Londres. Avec une famille qui s'agrandit et une carrière en plein essor, il paraissait promis à la réussite et à l'épanouissement. Frédéric était extrêmement prudent avec l'argent, ne dépensant que lorsque cela était absolument nécessaire. Son obsession pour l'accumulation de richesses était évidente dans tous les aspects de sa vie. Outre son travail dans l'assurance, il gérait un magasin de vêtements d'occasion au nom de sa femme et œuvrait aussi dans l'immobilier. Leur maison ayant 3 étages, il a décidé de louer les chambres du haut pour augmenter ses revenus et a passé une annonce afin de trouver un locataire. Mademoiselle Elisa Marie Barrow, 47 ans vieille fille excentrique, faisait partie des répondants. Elisa partageait l'obsession de Frédéric pour l'argent, mais son parcours vers la richesse différait. Contrairement à Frédéric, qui avait dû travailler dur pour chaque sou qu'il gagnait, Elisa avait hérité d'une modeste fortune sous forme de biens immobiliers. Cet héritage lui apportait un revenu hebdomadaire de 5 ou 6 livres somme considérable à l'époque. L'extrême frugalité et le comportement particulier d'Elisa en faisaient une locataire difficile. Sa réticence à dépenser et ses excentricités provoquaient souvent des conflits avec les propriétaires, la forçant à déménager fréquemment. Mademoiselle Barrow était toujours avec Ernie Grant, qu'elle avait adopté par inadvertance avec sa sœur Hilda après la mort de leur mère en 1908. Mademoiselle Barrow, ayant hébergé chez Madame Grant, prit en charge les 2 enfants après son décès. Ernie resta avec elle. Hilda partit à l'école. Mademoiselle Barrow avait peu de famille, ses parents étaient morts, et elle s'était récemment brouillée avec son cousin, un gentleman nommé Ernest von der Hau, chez qui elle avait également vécu auparavant. Suite à leur désaccord, elle chercha un autre logement, et, malgré des difficultés comme pensionnaire payante, le 26 juillet 1910, Mademoiselle Barrow emménagea au 63 Tollington Park, où Monsieur et Madame Seddon l'accueillirent très chaleureusement. Monsieur Seddon, surintendant pour la compagnie d'assurance, dirigeait une équipe qui collectait chaque mois les primes à domicile. Autrefois, l'assurance vie était jugée essentielle afin de garantir aux familles assez d'argent pour des funérailles décentes. Sans cela, les funérailles pouvaient être très simples, parfois même financées par la paroisse. Malgré la pauvreté, même les familles les plus démunies de Londres privilégièrent le paiement de l'assurance vie. Pendant ce temps, les familles aisées assuraient leurs maisons, entreprises, entrepôts, usines et machines. Les agents d'assurance, dont les collecteurs dirigés par M. Seddon, étaient rémunérés à la commission, nécessitant persuasion, fiabilité et sociabilité. M. Seddon avait autrefois été un agent exceptionnel lui-même, mais il gérait désormais les collecteurs qui apportèrent les primes à son domicile. Ces sommes étaient souvent élevées et M. Seddon s'assurait que Mademoiselle Elisa Barrow les voit passer entre ses mains. Impressionnée, elle consulta M. Seddon sur ses finances, notamment ses biens immobiliers et actions.
Au fil du temps, elle fit confiance à M. Seddon et suivit ses conseils financiers. Elle vendit ses actions indiennes pour 1600 livres, liquida ses biens et lui confia l'argent. De plus, sur sa recommandation, elle acheta une rente avec l'assurance que cet arrangement lui garantirait un revenu à vie. En 1911, Margaret Seddon eut le 5e enfant du couple, une fille. En août, la famille, avec mademoiselle Eliza Barrow et sa pupille, partit en vacances à Southend. Ce fut un voyage très agréable. Et à leur retour, la fille des Seddon, Maggie, fut envoyée chez un pharmacien local pour acheter un paquet de papier tue-mouche à 3 pence, une course apparemment banale. Peu après, mademoiselle Barrow souffrit de fortes douleurs à l'estomac. Son état était si grave que monsieur et madame Seddon appelèrent le médecin. Il prescrivit du bismuth et de la morphine pour soulager ses symptômes. Le 9 septembre, le médecin revint et constata l'aggravation de l'état de mademoiselle Barrow. Malgré la dégradation rapide de sa santé, elle refusa obstinément d'être emmenée à l'hôpital. Le médecin demanda donc à madame Seddon de continuer à donner le médicament à mademoiselle Barrow. Au cours des jours suivants, sa santé montra une légère amélioration, mais elle resta alitée. Durant cette période vulnérable, elle rédigea un testament. Elle légua tous ses biens à Ernest et Hilda Grant et désigna M. Seddon comme seul exécuteur testamentaire. Le lendemain, à 6h15, avec Madame Margaret Seddon à ses côtés, Mademoiselle Barrow est décédée. Après le choc de sa mort, M. Seddon contacta le médecin qui délivra étrangement un certificat de décès sans examiner le corps sur place. Le médecin déclara qu'il ne pouvait pas se déplacer à cause d'une surcharge de travail due à une épidémie régionale. Le lendemain, M. Seddon organisa des funérailles modestes avec le croque-mort, tout en gardant une commission pour lui. Le 16 septembre, mademoiselle Eliza Barrow fut enterrée dans une fosse commune, bien que sa famille ait un caveau à Highgate. Peu après les funérailles, la famille Seddon partit presque sans émotion pour de nouvelles vacances à Southend. Mademoiselle Barrow, peu proche de son cousin M. Ernest von der Howe ou de sa famille, leur rendait néanmoins visite régulièrement. Quand elle arrêta soudain de venir, Madame von der Howe se demanda ce qui lui était arrivé. Ernest n'était pas particulièrement intéressé par les affaires de sa cousine, mais il savait qu'elle était assez riche et ressentait un devoir familial de s'assurer qu'elle allait bien. Alors, après quelques encouragements de sa femme, le mercredi 20 septembre, il se rendit à Tollington Park pour aller voir sa cousine. À son arrivée, la domestique des Seddon, Mary Chater, ouvrit la porte. Monsieur van der Howe demanda à voir mademoiselle Barrow, mais Mary lui apprit, à sa grande surprise, qu'elle était décédée jeudi et enterrée 2 jours après. Elle ajouta que monsieur et madame Seddon n'étaient pas à la maison, et lui conseilla de revenir un autre jour. Cependant, M. van der Howe ne revint pas. À la place, il envoya son épouse et sa belle-sœur chez M. et Mme Seddon. Le lendemain matin, la fille de M. Seddon les accueillit au salon et leur demanda d'attendre son père. Quand M. Seddon arriva, il manquait de compassion. Plutôt que de présenter ses condoléances, il déclara aux 2 dames être très occupé et leur remit une copie d'une lettre annonçant la mort de Mademoiselle Barrow. La lettre évoquait les arrangements funéraires et précisait que le testament de Mademoiselle Barrow léguait tout en fiducie à Hilda et Ernie Grant. Elle précisait également que M. Seddon était l'unique exécuteur testamentaire de la succession. Cependant, Mme van der Howe a insisté sur le fait qu'aucun d'eux, ni elle, ni son mari, n'avait jamais reçu une telle lettre. Les 2 femmes ont quitté la propriété. M. van der Howe trouvait la situation profondément suspecte. Au cours des semaines suivantes, il s'interrogea sur l'argent de sa cousine et sur la raison pour laquelle elle aurait soudainement rédigé un tel testament. Cherchant la vérité, il alla au 63 Tollington Park. Il parla à M. Seddon, mais une fois de plus, celui-ci se montra assez désinvolte, expliquant qu'il avait pris le contrôle des biens et des finances de Mademoiselle Barrow, afin de subvenir aux besoins des 2 enfants, Ernie et Hilda Grant. Quand M. van der Howe demanda pourquoi Mademoiselle Barrow avait été enterrée dans une fosse commune au lieu du caveau familial à Highgate, M. Seddon répondit qu'il pensait que le caveau était plein. Il conclut la conversation en disant à M. van der Howe d'adresser d'autres questions via son avocat. Insatisfait des réponses de M. Seddon, M. van der Howe quitta la propriété. Mais il était désormais de plus en plus suspicieux et était convaincu que quelque chose n'allait pas. Il décida de faire part de ses préoccupations à la police.
La police écouta attentivement M. Van der Hau expliquer la mort de son cousin. Ils remarquèrent plusieurs faits inquiétants. Une femme en bonne santé était soudain tombée malade puis morte. Son enterrement fut organisé précipitamment sans prévenir ses proches, ni la personne chez qui elle est décédée. Elle était devenue exécutrice testamentaire et bénéficiaire, responsable de tous ses biens. Le testament rédigé seulement 3 jours avant son décès semblait aussi étrange. L'inspecteur principal Alfred Ward a pris en charge l'enquête. Après l'interrogatoire du médecin de Mademoiselle Barrow, il a été décidé d'exhumer le corps. Le corps a été amené à la morgue, où les docteurs William Wilcox et Bernard Spilsbury, pathologistes du ministère de l'Intérieur, l'ont examiné. Des organes ont été prélevés pour analyse avant que le corps ne soit réinhumé. Les résultats de l'autopsie étaient clairs. Une grande quantité d'arsenic avait été détectée. Avec cette information, le 22 novembre, la police a informé Frédéric Seddon à son domicile qu'il devait assister à une enquête sur la mort de Mademoiselle Barrow. Cela a duré 2 semaines et, tout au long de la procédure, Frédéric Seddon semblait bien préparé, offrant des réponses claires et concises à chaque question qui lui était posée. Il est resté calme même quand on a suggéré qu'il ait pu empoisonner Mademoiselle Barrow. Malgré cela, la quantité excessive d'arsenic retrouvée dans le corps ne pouvait pas être ignorée. Et M. Seddon était la personne qui avait le plus à gagner de la mort de la pauvre dame. L'enquête a conclu que Mademoiselle Barrow avait été assassinée par une ou plusieurs personnes inconnues. La police et les autorités ont approfondi l'examen des preuves et ont finalement conclu que M. Seddon était responsable de ce crime terrible. Le 4 décembre 1911, ils l'ont arrêté et détenu en attendant son procès. Son épouse n'a pas été arrêtée, mais le 15 janvier 1912, il a été jugé qu'il y avait assez de preuves contre elle. Elle a ensuite été arrêtée et accusée du meurtre de Mademoiselle Barrow. Tous deux allaient maintenant être jugés à l'Old Bailey. Frédéric Seddon et sa femme Marguerite étaient désormais au cœur d'une affaire de meurtre très médiatisée, captivant presse et public. Le procès débuta à l'Old Bailey le 4 mars 1912 devant le juge Bucknell. La salle d'audience était bondée. Beaucoup attendaient dehors en espérant pouvoir entrer. L'accusation était menée par le procureur général Sir Rufus Isaac. Il indiqua à la cour que Margaret Seddon avait acheté beaucoup de papier tue-mouche, contenant de l'arsenic, un moyen courant contre les nuisibles. L'accusation déclara que le poison ayant tué Eliza Barrow provenait de papier tue-mouche trempé dans l'eau. Ils ont déclaré que les actions de M. Seddon étaient habiles et calculées, car en se positionnant simplement comme l'exécuteur testamentaire de la succession de Mademoiselle Barrow, cela signifiait qu'il n'avait aucun héritage direct. Comme s'il voulait s'assurer qu'en cas de décès de sa mystérieuse maladie, aucun soupçon sur son implication ne subsiste. Comme il n'avait rien à gagner de son décès, puisque tout avait été légué à Ernie et Hildegrandt. Cependant, il avait déjà pris la majeure partie de la fortune de la dame et contrôlait ses biens et finances. À son décès, il ne restait plus assez d'argent à hériter pour les enfants. Des preuves montrent que Mademoiselle Barrow a transféré 1600 livres d'actions indiennes à M. Seddon. Edwin Russell, notaire, a attesté que la propriété Buck's Head et le salon de coiffure adjacent ont été transférés de Mademoiselle Barrow à M. Seddon lors d'un accord dans son bureau. Il a dit que M. Seddon verserait une rente viagère à Mademoiselle Barrow en échange. Sir Rufus Isaac, célèbre procureur, a expliqué à la cour que la rente achetée par Mademoiselle Barrow, censée lui verser des paiements mensuels à vie, cessait à son décès et que tout l'argent avait été retiré de ses comptes peu avant sa mort. Des bijoux ayant appartenu à Mademoiselle Barrow ont été découverts au domicile des Seddon et Madame Seddon avait encaissé des chèques qui étaient auparavant en possession de Mademoiselle Barrow. Madame Seddon avait aussi acheté plus de papier tue-mouche à l'arsenic et s'était occupée de Mademoiselle Barrow pendant sa maladie. La défense de Madame Seddon fut assurée par le célèbre Edward Marshall Hall, qui opposa une vive contestation à ces accusations. Connu pour son habileté au tribunal et sa défense passionnée de ses clients, Marshall Hall a soutenu qu'il n'y avait aucune preuve concluante que Mademoiselle Barrow avait été délibérément empoisonnée. Il a suggéré que sa mort était due à la prise accidentelle d'un médicament contenant de l'arsenic. C'était courant à une époque où ces substances figuraient souvent dans les remèdes en vente libre. Marshall Hall a aussi critiqué le test de Marsh utilisé pour mesurer l'arsenic chez Mademoiselle Barrow.
Il a affirmé que cela pouvait être peu fiable et a déclaré au tribunal que même des experts pouvaient commettre des erreurs importantes avec ce test. Il a regardé le jury et a dit que ce n'est pas le genre de test avec lequel la vie d'un homme devrait être mise en péril. Bien que la défense de M. Seddon lui ait déconseillé de témoigner, il tenait à s'exprimer à la barre. Le procès était dans tous les journaux. Il cherchait la lumière, voulant assurer sa défense et se présenter en victime. Il voyait cela comme une occasion de capter l'attention du public et d'affirmer son innocence avec un sens du drame et une flamboyance qu'il pensait être le seul à pouvoir offrir. Lorsqu'il a pris la parole à la barre, il a déclaré avec audace « Je n'avais aucun mobile pour commettre un tel crime. Il faudrait être un monstre avide ou avoir un esprit dérangé. » Il a précisé avoir une situation financière stable après 21 ans au même poste et une vie confortable. Il s'est tourné vers le jury et a déclaré « Je ne suis pas coupable du crime dont on m'accuse ». Il a aussi été relevé que l'accusation n'avait pas lié d'argent de Mademoiselle Barrault à M. Seddon, pourtant présenté comme le mobile principal du décès de la victime. M. Seddon a indiqué à la cour avoir conseillé à Mademoiselle Barrault de consulter un professionnel pour ses investissements et son testament, mais elle a refusé, disant lui faire confiance. Il a poursuivi en disant qu'il l'avait critiqué pour avoir gardé 500 livres en or sous son lit, somme qu'elle avait finalement déplacée, selon lui, dans une banque. L'or n'a jamais été retrouvé et M. Seddon a dit avoir supplié Mademoiselle Barrault d'aller à l'hôpital ou d'engager une infirmière quand elle est tombée malade. Mais elle a refusé, choisissant de ne compter que sur lui et sa femme. Il a dit au jury qu'ils avaient tout tenté pour elle dans ces dernières heures. Mais elle nécessitait des soins médicaux, son état étant trop grave pour les médicaments prescrits. Malgré ses dires, il n'a pas expliqué comment. Une femme venue en 1910 chez lui avec une petite fortune de plusieurs milliers de livres mourut 1 an plus tard, ne possédant plus que quelques livres. Pendant le procès, M. Seddon était resté froid et détaché, comme depuis son arrestation. Et certains journaux ont rapporté que cela n'a pas été bien perçu par le jury. En revanche, lorsque Mme Margaret Seddon a témoigné, elle semblait triste et abattue. Elle a assuré que Mlle Barrault lui avait offert ses bijoux et que tous les chèques encaissés l'étaient à la demande de Mlle Barrault. À la fin du procès, l'accusation et la défense ont résumé l'affaire. Edward Marshall Hall a plaidé devant une salle comble que les preuves contre sa cliente étaient purement circonstancielles, reposant seulement sur le mobile et l'opportunité. Il a indiqué qu'aucune preuve ne montrait que M. Seddon ait acheté, utilisé ou connu l'arsenic. Il a aussi exprimé des doutes sur l'enquête policière et la fiabilité de leurs rapports. Les journaux ont qualifié le discours de Marshall Hall de l'un des plus passionnés et impressionnants jamais vus. Cependant, M. Seddon a témoigné pour sa défense, et certains pensaient que son arrogance avait pu retourner le jury contre lui. Les journaux ont aussi rappelé au public l'affirmation absurde de M. Seddon à la barre. Mademoiselle Barrault aurait pu boire l'eau des coupelles de papier tue-mouche mises dans sa chambre contre les mouches. Après l'envoi du jury en délibération, le verdict a été rendu en 1 heure. M. Frédéric Seddon a été reconnu coupable du meurtre de Mademoiselle Elisa Barrault, tandis que Madame Margaret Seddon a été acquittée. Quand le greffier lui a demandé s'il voulait empêcher la sentence de mort, M. Seddon a répondu longuement et s'est adressé directement au juge. Faisant un signe maçonnique, il a déclaré devant le grand architecte de l'univers son innocence. Le juge, visiblement ému, répondit après un moment « Ce n'est pas à moi de troubler vos sentiments. Faites la paix avec votre Créateur. Nous appartenons tous les deux à la même fraternité. Et même si cela ne peut avoir aucune influence sur moi, il est douloureux, au-delà des mots, d'avoir à dire ce que je dis. Notre fraternité ne soutient pas le crime, elle le condamne. » Monsieur le juge Bucknell a condamné Frédéric Seddon à mort. La défense a fait appel, mais tous les recours ont été rejetés. Le 18 avril 1912, Frédéric Seddon a été pendu à la prison de Panterville. Après l'exécution de son mari, Madame Marguerite Anne Seddon retourna à Liverpool où, le 4 novembre 1912, moins de 7 mois plus tard, elle épousa Monsieur Jacques Donald Cameron. Ensuite, elle est partie avec lui aux États-Unis, emmenant ses 5 enfants. Cependant, beaucoup de gens se demandaient si Madame Seddon était réellement innocente du crime. Elle avait acheté du papier tue-mouche, soigné Mademoiselle Barrault malade, porté ses bijoux, encaissé ses chèques parfois sous un faux nom et était à son chevet à sa mort.
Beaucoup de gens pensaient que Madame Seddon était tout aussi coupable que son mari. En avril 1912, dans la salle d'audience numéro 1 de l'Old Bailey, elle a été acquittée d'un meurtre. Elle est morte dans le Connecticut en 1963 à 86 ans. Bonjour à tous et merci de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous pour le prochain Briefcase.